Je m'appelle Samuel Sterling. J'ai 32 ans et il y a 17 ans, par une nuit glaciale de novembre qui vous glaçait jusqu'aux os, mon père m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Dégage. Je n'ai pas besoin d'un fils malade comme toi. » J'avais 15 ans, j'étais trempé et je n'avais absolument nulle part où aller. La raison? Mon jeune frère, l'enfant chéri, a menti. Un mensonge calculé, délibéré, que mes parents ont cru sans poser une seule question. Juste comme ça, j'ai été effacé. 3 heures plus tard, la police les a appelés à l'hôpital. J'avais été percuté par une voiture. Quand mon père est entré dans cette chambre d'hôpital et a vu qui était assis près de mon lit, me tenant la main, ses mains n'ont pas cessé de trembler. Avant de vous raconter ce qui s'est passé quand il a réalisé qu'il m'avait sauvé, et le choc absolu qui l'a frappé, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez sincèrement les histoires de vérité et de justice. Aussi, j'aimerais savoir d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. C'est incroyable de voir jusqu'où ces histoires voyagent. Maintenant, laissez-moi vous emmener au moment qui a tout changé, et ensuite je vous ramènerai là où tout a commencé. Je me tenais devant le miroir en pied dans le vestiaire, ajustant ma cravate. C'était une cravate en soie, bleu marine profond, coûteuse. Le costume que je portais était taillé sur mesure en Italie, bien loin des vestes trop grandes et usées dans lesquelles je me noyais adolescent. J'ai passé un doigt sur la petite cicatrice à peine visible juste au-dessus de mon sourcil gauche. Elle était à peine visible maintenant, juste une fine ligne blanche, mais si j'appuyais dessus, je pouvais encore sentir le battement fantôme de l'asphalte frappant mon crâne. Prêt, patron? Je me suis retourné. David, mon assistant exécutif et l'une des rares personnes à connaître toute la vilaine vérité, se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant un dossier épais. Aussi près que je ne le serai jamais, David, ai-je dit. Ma voix était stable. Il m'a fallu des années pour avoir cette voix aussi stable. Des années de thérapie, des années de prise de parole en public, et des années à me convaincre que je n'étais pas la chose brisée que mon père disait que j'étais. Ils sont là, a dit David, entrant dans la pièce et fermant la porte derrière lui. Section VIP, rangée 3, comme vous l'aviez prédit. Ils ont mordu à l'hameçon. J'ai senti un serrement froid dans mon estomac, mais je ne l'ai pas laissé paraître. Le savent-ils? Pas le moindre indice, a ricané David. Le programme indique simplement l'orateur comme le directeur de la fondation Lighthouse. Pas de nom. Ils pensent qu'ils sont ici pour frayer avec l'élite, peut-être obtenir un financement pour l'entreprise en faillite de votre père. Ils n'ont aucune idée qu'ils sont sur le point de voir leur fils prononcer le discours d'ouverture. Je me suis dirigé vers le moniteur qui montrait un flux en direct de l'auditorium. C'était bondé. La cérémonie de remise des diplômes de l'université de Riverside State. Des milliers d'étudiants en toge et mortiers bourdonnant d'excitation. Et là, au centre de la section VIP, étaient assises 3 personnes qui n'avaient pas vu mon visage depuis près de 2 décennies. Mon père, Richard Sterling. Il avait l'air plus vieux, ses cheveux complètement gris, mais il portait toujours cet air arrogant à la mâchoire. Il portait un costume qui avait l'air cher de loin, mais qui était probablement démodé depuis quelques années. Il se penchait, parlant à l'homme à côté de lui, essayant probablement de réseauter, essayant probablement de vendre quelque chose. Ma mère, Patricia, elle avait l'air fatiguée. Elle regardait nerveusement autour de la pièce, serrant son sac à main. Elle faisait toujours ça quand elle se sentait mal à l'aise. Elle semblait plus petite que dans mes souvenirs. Et Julian, mon frère, l'enfant chéri, il avait 28 ans maintenant. Il était affalé sur sa chaise, vérifiant sa montre, l'air ennuyé. Il avait pris du poids. La mâchoire nette et athlétique du quarterback du lycée avait disparu, cachée sous une couche d'indulgence. Il ressemblait à un homme qui attendait que le monde lui donne quelque chose qu'il n'avait pas mérité. « Regarde-les » ai-je murmuré. « Ils ont l'air si ordinaires. »« C'est parce qu'ils le sont » a dit David. « Ils n'ont plus de pouvoir sur toi, Samuel. » J'ai hoché la tête. Mais mes mains étaient serrées dans mes poches. Ce n'était pas seulement une question de pouvoir. C'était une question de récit. Pendant 17 ans, ils avaient contrôlé l'histoire. Ils avaient dit aux voisins que je m'étais enfui. Ils avaient dit à la famille élargie que j'étais mentalement instable, que je prenais de la drogue, que j'étais malade. Ils avaient repeint mon existence avec un pinceau de honte pour protéger leur précieuse réputation. Pour protéger Julian.
Ce soir, j'allais reprendre le pinceau. Le docteur Smith est ici aussi, a ajouté David doucement. Premier rang. Elle a conduit la Porsche. J'ai souri pour la première fois ce soir-là. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle sait que j'adore cette voiture. Elle a dit de te dire, menton haut, épaules en arrière, dis la vérité, et advienne que pourra. J'ai pris une profonde inspiration. L'air dans le vestiaire semblait frais, recyclé, stérile. C'était un contraste frappant avec l'air de cette nuit-là. La nuit où je suis parti, cet air avait été lourd, humide et glacial. Je pouvais presque sentir l'ozone de la tempête. J'ai fermé les yeux et laissé le souvenir m'envahir. J'avais besoin de le sentir. J'avais besoin de me souvenir du froid. J'avais besoin de me souvenir du ton exact de la voix de mon père quand il m'a jeté. C'était étrange comment la mémoire fonctionnait. Je pouvais à peine me souvenir de ce que j'avais mangé au petit déjeuner hier, mais je pouvais me souvenir du motif du tapis dans le couloir où je suis tombé. Je pouvais me souvenir du bruit de la pluie martelant le revêtement de la maison comme 1000 points en colère. J'ai ouvert les yeux. Allons-y, David. Nous avons marché le long du long couloir en béton des coulisses. Les étudiants s'alignaient, ajustant leurs toques, gloussant, prenant des selfies. Ils avaient toute la vie devant eux. Ils avaient des familles dehors qui attendaient pour les acclamer, pour brandir des pancartes, pour les serrer dans leurs bras après. Je n'avais pas ça. Pas au sens traditionnel. Ma famille biologique était là-bas, oui, mais ils n'étaient pas là pour m'acclamer. Ils étaient là parce qu'ils pensaient que cela leur serait bénéfique. Ils étaient là parce qu'ils couraient après le statut. Je me suis arrêté au bord du rideau. Les lumières de la scène étaient aveuglantes. Je pouvais entendre le bourdonnement de la foule. Un océan vivant et respirant de gens. 5 minutes, Monsieur Sterling. Le régisseur a chuchoté, tapotant son casque. J'ai hoché la tête. J'ai regardé le dossier dans la main de David. À l'intérieur se trouvaient les actes, les dossiers financiers, la vérité sur le succès de Julian, et le discours. Tu sais, ai-je dit à David, gardant ma voix basse pour que les étudiants à proximité n'entendent pas. Je rêvais de ce moment quand j'avais 16 ans, vivant dans la chambre d'amis chez le docteur Smith. Je fantasmais de gagner le prix Nobel ou de devenir président juste pour qu'ils voient mon visage à la télé et réalisent ce qu'ils avaient jeté. Et maintenant, a demandé David. Maintenant, je me fiche qu'ils me voient, ai-je dit en ajustant mes manchettes. Je me soucie de la vérité. Je me soucie de m'assurer qu'aucun autre enfant n'ait à traverser ce que j'ai vécu. J'ai regardé à travers l'ouverture des rideaux une dernière fois. J'ai zoomé sur mon père. Il riait de quelque chose que l'homme à côté de lui avait dit. Un faux rire bruyant que je connaissais bien. C'était le rire qu'il utilisait quand il essayait d'impressionner quelqu'un de plus riche que lui. Il n'avait aucune idée que l'homme qu'il essayait d'impressionner, le président Walsh de l'université, savait déjà tout. Il n'avait aucune idée que le fonds de bourse d'études qu'il espérait exploiter pour l'entreprise de Julian était contrôlé par le fils qu'il avait rejeté. Il n'avait aucune idée que dans environ 20 minutes, son monde entier allait chavirer. Monsieur Sterling. La voix de l'annonceur a retenti dans les haut-parleurs, étouffée d'où je me tenais. Veuillez accueillir le directeur de la fondation Lighthouse. C'était le moment. Le point de non-retour. J'ai avancé, quittant l'ombre des coulisses. Les lumières m'ont frappé. Mais pour comprendre pourquoi ce moment comptait, pour comprendre pourquoi les mains de mon père trembleraient, et pourquoi mon frère aurait l'air d'avoir vu un fantôme, nous devons revenir en arrière. Nous devons retourner en banlieue, à la pelouse parfaitement entretenue, à la maison qui semblait parfaite de l'extérieur, mais qui pourrissait de l'intérieur. Nous devons revenir au garçon qui était invisible. J'ai appris très tôt que dans la maison Sterling, les larmes de Julian étaient plus fortes que mes réussites. Nous vivions dans une maison coloniale à 2 étages dans une banlieue qui s'enorgueillissait des apparences. Mon père, Richard, vendait des assurances haut de gamme, et ma mère, Patricia, était une mère au foyer qui traitait l'association parents-élèves locale comme une cour royale. Et puis il y avait les fils. Julian avait 2 ans de moins que moi. À l'âge de 10 ans, il était déjà l'enfant chéri. Il avait les yeux bleus vifs, le charme facile, la carrure athlétique. C'était le genre d'enfant qui pouvait casser un vase et obtenir d'une manière ou d'une autre des excuses du vase. J'étais Samuel, cheveux bruns, calme, rat de bibliothèque.
J'aimais le codage et la chimie. J'étais maladroit. Je portais des lunettes. Et pire que tout, aux yeux de mon père, je n'étais pas un alpha. Les fissures ont commencé petites. C'était la façon dont maman empilait d'abord l'assiette de Julien avec de la nourriture. C'était la façon dont papa interrogeait Julien sur son entraînement de football pee-wee pendant 20 minutes, puis me jetait un coup d'œil et disait « Fais tes devoirs », avant de se tourner vers la télé. J'ai appris à être petit, à prendre moins de place, à être un fantôme dans ma propre maison. Je pensais que si je ne causais aucun problème, si j'avais des notes parfaites, si j'étais le fils modèle, il finirait par m'aimer comme il l'aimait. J'avais tort. Quand j'avais 12 ans, j'ai gagné le premier prix à la foire scientifique régionale. C'était un événement énorme. J'avais construit un petit bras robotique capable de trier les matières recyclables à l'aide de capteurs. J'avais battu des élèves de 4e. Les juges m'ont dit que j'avais un avenir dans l'ingénierie. Ils m'ont donné un ruban bleu géant et un trophée. J'ai couru vers le parking, serrant ce trophée comme si c'était le Saint Graal. J'ai vu notre monospace familial. J'ai ouvert la portière, rayonnant, prêt à leur montrer. J'ai gagné, ai-je crié. Maman m'a fait taire immédiatement. Samuel, moins fort. Je me suis figé. Sur le siège arrière, Julien reniflait. Il tenait son poignet. Qu'est-ce qui s'est passé, ai-je demandé, mon sourire faiblissant. Il a trébuché en descendant des gradins, a dit papa en démarrant le moteur. Il n'a même pas regardé mon trophée. Nous devons aller aux urgences. Il s'est peut-être fait une entorse. Mais j'ai gagné le premier prix, ai-je chuchoté. C'est bien, a dit maman, se retournant pour caresser les cheveux de Julien. Oh, mon pauvre bébé. Ça fait mal? On t'achètera une glace après le médecin. D'accord? Nous avons passé 4 heures dans la salle d'attente. Julien n'avait pas d'entorse. Il n'avait même pas de bleu. Le médecin a dit qu'il allait bien. Mais sur le chemin du retour, ils lui ont acheté un Synda double boule pour qu'il se sente mieux. Je me suis assis tout au fond du van en tenant mon trophée. Personne n'a demandé à le voir. Personne n'a demandé comment le robot fonctionnait. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai mis le trophée sur mon étagère. 2 jours plus tard, je l'ai trouvé à la poubelle. Maman a dit qu'elle faisait du tri et pensait que c'était juste un jouet en plastique. C'était le schéma. Julien avait besoin d'attention. Julien était sensible. Julien nécessitait une manipulation soigneuse. Samuel? Samuel était juste là. Au moment où nous avons atteint l'adolescence, la dynamique est passée de la négligence à quelque chose de plus sombre. Julien a réalisé qu'il pouvait utiliser son statut de favori comme une arme. Cela a commencé par de petits mensonges. Il cassait une assiette et disait « Je l'ai fait ». Je niais, mais papa soupirait juste. Samuel, arrête de mentir. Sois un homme et assume. J'étais puni. Julien avait un sourire en coin. Mais le vrai tournant, le moment où j'ai réalisé que je n'étais pas seulement mal aimé, mais activement détesté, s'est produit quand j'avais 14 ans. Ma grand-mère, la mère de mon père, avait déménagé dans une maison de retraite. Elle était la seule à m'avoir jamais vraiment vu. Elle me glissait des billets de 5 $ et me disait que j'étais le plus intelligent. Quand elle est tombée malade, papa gardait une réserve d'argent liquide dans son bureau à domicile, environ 500 $, qui était destiné à ces médicaments spéciaux que l'assurance ne couvrait pas. Un après-midi, je suis rentré tôt de l'école et j'ai entendu du bruit dans le bureau. La porte était entr'ouverte. J'ai vu Julien, alors âgé de 12 ans, fouiller dans le bureau. Il a fourré une poignée de billets dans sa poche. « Julien », ai-je dit en poussant la porte. Il a sursauté, se retournant. « Dégage. »« Remets ça à sa place », ai-je dit en m'avançant. « C'est l'argent des médicaments de grand-mère. »« Non », a-t-il ricané. « J'ai besoin d'une nouvelle console de jeu. Maman a dit que je ne pouvais pas en avoir avant Noël. Je n'attends pas. Je le dis à papa, ai-je dit en me tournant pour partir. Si tu lui dis, a dit Julien, sa voix tombant à un ton bas et froid qui ne ressemblait pas à un enfant de 12 ans. Je lui dirai que tu l'as volé et je lui dirai que tu m'as frappé pour me faire taire. J'ai hésité. Il ne te croira pas. N'est-ce pas? Julien a souri.
C'était un sourire terrifiant. Qui croit-il toujours, Sam? Le malade ou moi? Il faisait référence à une nouvelle étiquette que papa avait commencé à utiliser. Parce que je passais tellement de temps seul dans ma chambre, parce que je ne faisais pas de sport. Parce que je n'avais pas de rendez-vous amoureux. Papa avait commencé à m'appeler « malade ». Pas physiquement malade. Il voulait dire bizarre, brisé, faux. Tu bluffes, ai-je dit. Je suis descendu et j'ai attendu que papa rentre. Quand il est entré, j'ai ouvert la bouche pour parler, mais Julien a dévalé les escaliers, les larmes coulant déjà sur son visage. Papa, a gémi Julien. Ça m'a pris l'argent. Je l'ai vu, et quand j'ai essayé de l'arrêter, il m'a poussé. Je suis resté là, paralysé. Quoi? Non, papa. Il ment. Il a l'argent dans sa poche. Papa n'a même pas vérifié les poches de Julien. Il m'a regardé, son visage se tordant en une grimace de pur dégoût. Il s'est approché de moi, m'a attrapé par le col de ma chemise et m'a poussé contre le mur. Tu voles ta propre grand-mère mourante, a-t-il craché. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu te drogues? C'est ça? Vérifie ses poches, j'ai crié. Vérifie juste ses poches. N'ose pas blâmer ton frère, a rugi papa. Je sais qui tu es, Samuel. Je te vois rôder. Tu es sournois. Tu es ingrat. Il m'a puni pendant 3 mois. Il a enlevé ma porte de ses gonds pour pouvoir me surveiller. Il a dit à tout le monde, mes tantes, mes oncles, les voisins, que j'avais un problème de vol. Je n'ai jamais revu cet argent. Julien a eu sa console de jeu une semaine plus tard. Il a dit à maman qu'il l'avait trouvé dans un vide-grenier pour pas cher. Elle l'a cru. Ou peut-être a-t-elle fait semblant. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'essayer de les gagner. J'ai réalisé que je vivais dans un jeu truqué. J'ai cessé d'argumenter. J'ai cessé de me défendre. Je me suis juste concentré sur la survie. Je me suis concentré sur mes notes, mon codage, mon plan pour entrer dans une université très, très loin. Je pensais pouvoir attendre. Je pensais que je devais juste tenir jusqu'à 18 ans. Mais j'avais sous-estimé Julien. Et j'avais sous-estimé à quel point mon père voulait une raison de se débarrasser de moi. Le coup de grâce est venu quand j'avais 15 ans. Et cela n'impliquait pas d'argent. Cela impliquait une fille, un ego et un mensonge si dévastateur qu'il a failli me coûter la vie. Il y avait une fille nommée Émilie. Elle était dans mon cours de chimie. Elle était intelligente, drôle, et elle se fichait du football ou de la popularité. Julien, étant Julien, a décidé qu'il la voulait. Pas parce qu'il l'aimait, mais parce qu'elle était la seule fille de l'école qui n'avait pas craqué pour lui. Il l'a invitée à sortir. Elle a dit non. Il a réessayé. Elle a dit non. Puis elle a commencé à étudier avec moi. C'était le déclencheur. C'était l'étincelle qui allait réduire toute ma vie en cendres. La semaine précédant la tempête était lourde de tension. On pouvait la sentir dans la maison, comme de l'électricité statique avant que la foudre ne frappe. Émilie et moi ne sortions pas ensemble. Pas vraiment. Nous étions partenaires de laboratoire. Mais nous déjeunions ensemble. Nous rions des mêmes blagues de geek. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression que quelqu'un me voyait vraiment. Pas le fils malade, pas le voleur, mais Samuel. Julien nous regardait. Je le voyais dans le couloir de l'école, appuyé contre son casier, les yeux plissés alors qu'Émilie riait de quelque chose que j'avais dit. Ce n'était pas seulement de la jalousie. C'était de la possessivité. Il ne supportait pas l'idée que le frère perdant ait quelque chose qu'il ne pouvait pas avoir. Un mardi, Julien m'a coincé dans la cuisine pendant que maman était dans le jardin. « Reste loin d'elle », a-t-il dit. Pas de préambule, juste un ordre direct. « On étudie, Julien », ai-je dit en me versant un verre d'eau. « Elle n'est pas intéressée par toi. Laisse tomber. » Il a fait tomber le verre de ma main. Il s'est brisé sur le sol, l'eau éclaboussant mes chaussettes. « Tu te crois malin, n'est-ce pas ?» a-t-il sifflé en s'approchant. Il était plus grand que moi maintenant, musclé par l'entraînement de football. « Tu penses que tu peux m'embarrasser ? Papa parle déjà de t'envoyer à l'école militaire. Tout ce que j'ai à faire, c'est de lui donner un coup de pouce. »
Nettoie ça, ai-je dit, la voix tremblant légèrement. Oblige-moi. Il s'est éloigné, me laissant ramasser les éclats. Je me suis coupé le doigt sur un morceau de verre. En regardant le sang couler, j'ai eu le sentiment que les choses allaient empirer, bien pire. Jeudi soir, l'alerte de tempête avait été émise. Un oroi massif descendait du Canada, apportant de la pluie verglaçante et des vents violents. J'étais dans ma chambre sans porte, travaillant sur une dissertation d'histoire. Maman et papa étaient sortis dîner. Ils ne devaient pas rentrer avant 22 heures. Julien est entré dans ma chambre vers 20 heures. Il sentait la bière. Il tenait une batte de baseball. Ma batte de baseball, celle que je n'avais pas utilisée depuis des années. Elle m'a bloqué, a-t-il dit, ces mots légèrement pâteux. Émilie. Je lui ai envoyé un message et elle m'a bloqué. Je t'avais dit de la laisser tranquille, ai-je dit, sans lever les yeux de mon ordinateur portable. Tu lui as raconté des mensonges sur moi, a-t-il accusé, balançant légèrement la batte. Tu lui as dit que j'étais stupide. Je n'ai rien dit sur toi. Émilie a son propre cerveau. Menteur. Il a balancé la batte et a frappé ma chaise de bureau. Le son a craqué dans la pièce comme un coup de feu. J'ai bondi. Julien, sors. Tu es ivre. Je ne suis pas ivre, a-t-il crié. Et je ne te laisserai pas gagner. Il a jeté la batte par terre. Puis il a fait quelque chose que je vois encore dans mes cauchemars. Il s'est dirigé vers le coin de ma chambre où le mur rencontrait la lourde commode en chêne. Tu sais ce que papa déteste le plus, a demandé Julien, sa voix soudain calme. Étrange. Il déteste les pervers. Il déteste les gens qui font du mal aux autres. De quoi parles-tu? Julien m'a regardé dans les yeux, a souri, puis a claqué son propre front contre le coin pointu de la commode. Boum. Il l'a refait. Plus fort. Boum. Le sang a jailli d'une entaille au-dessus de son sourcil. Il s'est tourné vers moi, le sang coulant sur son visage, masquant ce sourire terrifiant. Puis il a déchiré sa propre chemise, arrachant le col. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je crié, reculant d'horreur. « Arrête !» Juste à ce moment-là, des phares ont balayé la fenêtre de ma chambre. Le gravier de l'allée a crissé. Maman et papa étaient rentrés plus tôt. Julien a attendu d'entendre la porte d'entrée s'ouvrir. Puis il a commencé à hurler. « Lâche-moi !»« Non, Sam, arrête, s'il te plaît !» Il s'est jeté par terre, se recroquevillant en boule, sanglotant hystériquement. Des pas ont martelé les escaliers. Papa a fait irruption dans la chambre. Maman juste derrière lui. La scène qu'ils ont vue était accablante. Moi debout là, horrifié. Julien par terre, en sang, la chemise déchirée, sanglotant. « Oh mon Dieu !» a crié maman en se précipitant vers Julien. « Mon bébé, qu'est-ce qui s'est passé ?» Julien a pointé un doigt tremblant vers moi. Il a essayé de. Il voulait de l'argent. Et quand j'ai dit non, il s'est étouffé dans un sanglot. Il m'a frappé avec la batte et ensuite il a essayé de me toucher. Papa, il a essayé de me toucher. L'air a quitté la pièce. Mon père s'est tourné vers moi. Son visage n'était pas rouge. Il était blanc, froid, mortellement blanc. La veine de sa tempe battait. Je n'ai pas, ai-je bégayé. Papa, il s'est fait ça tout seul. Il est ivre. Sens son haleine. Tais-toi, a dit papa. Sa voix était un grognement sourd. Il ment. Il est fou. Il s'est cogné la tête sur la commode. Papa s'est approché de moi. Je pensais qu'il allait me frapper. Je me suis préparé, mais il ne m'a pas frappé. Il m'a regardé avec un air de répulsion si profonde que cela faisait plus mal qu'un poing. « Tu es malade ?» a-t-il dit. Je le savais. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui ne allait pas chez toi. Attaquer ton propre frère, essayer de le molester. Non, ai-je crié, les larmes brûlantes dans mes yeux. Maman, s'il te plaît, regarde la batte. Je n'y ai pas touché. Maman berçait Julien, essuyant le sang de son visage. Elle m'a regardé. Ses yeux étaient durs. Comment as-tu pu, Samuel?
après tout ce que nous avons fait pour toi. Patricia, emmène Julien à la voiture. On va aux urgences, a dit papa. Et lui, a demandé maman en hochant la tête vers moi. Papa m'a regardé. Il a regardé mon étagère, mon ordinateur, mes vêtements. Puis il a regardé la fenêtre où la pluie fouettait déjà la vitre. Je ne veux pas de lui dans cette maison, a dit papa. Richard, il y a une tempête, a dit maman faiblement, ne me défendant pas, énonçant juste un fait. Je me fiche que ce soit un ouragan, a hurlé papa, perdant finalement son sang-froid. C'est un danger pour cette famille. C'est un prédateur. Dégage. Il m'a attrapé le bras et m'a traîné vers les escaliers. Papa, arrête. S'il te plaît. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai combattu, mais il était fort. Il m'a traîné en bas des escaliers, mes chaussettes glissant sur le bois. Il m'a traîné jusqu'à la porte d'entrée et l'a ouverte en grand. Le vent hurlait, pulvérisant de la pluie verglaçante dans le couloir. Papa, s'il te plaît, ai-je supplié, agrippant le cadre de la porte. Il gèle. Je n'ai pas de manteau. Laisse-moi juste rester dans le garage. Dégage, a-t-il redit. Il m'a poussé fort. J'ai trébuché en arrière, tombant sur le béton mouillé du porche. Je n'ai pas besoin d'un fils malade comme toi. Il a craché. Ne reviens pas. Si je te revois ici, j'appelle la police et je porte plainte. Clac. Le bruit de la serrure qui tourne était définitif. Je me suis relevé, frappant à la porte. Maman. Julien, dis-lui la vérité. Rien. La lumière du porche s'est éteinte. J'étais dans l'obscurité totale. La pluie était glaciale, se transformant en grésil. Je portais un t-shirt fin et un jean. Pas de chaussures, juste des chaussettes qui ont été instantanément trempées. Je suis resté là pendant peut-être 5 minutes à attendre, espérant. Sûrement que maman sortirait. Sûrement que papa se calmerait et réaliserait qu'il ne pouvait pas mettre un enfant de 15 ans à la porte pendant une tempête. Mais la maison est restée sombre. J'ai vu la porte du garage s'ouvrir et le monospace reculer. J'ai couru vers lui, agitant les bras. Papa, arrête. Il n'a même pas touché les freins. Il est passé juste devant moi, les feux arrière disparaissant dans la pluie. Ils emmenaient Julien à l'hôpital. Il me laissait derrière. J'étais seul. Le froid m'a frappé alors. Un froid profond, mordant, qui a fait claquer mes dents instantanément. J'ai enroulé mes bras autour de moi. Je devais aller quelque part. Je ne pouvais pas rester sur le porche. Le vent fouettait la pluie directement sur moi. L'ami le plus proche vivait à 5 kilomètres. Le poste de police était à 8 kilomètres. J'ai commencé à marcher. J'ai descendu l'allée. Mes pieds couverts de chaussettes étaient engourdis contre le gravier. J'ai atteint la rue. Les lampadaires étaient flous à travers l'averse. Un pas, un autre pas. Je pleurais, mais la pluie lavait les larmes instantanément. L'injustice de la situation me brûlait la poitrine. Fils malade. Fils malade. Les mots résonnaient dans ma tête à chaque pas. Je ne savais pas où j'allais. Je savais juste que je devais continuer à avancer ou je mourrais de froid. J'ai marché pendant ce qui m'a semblé des heures. Mes pieds saignaient. Mes mains étaient bleues. Je tremblais si violemment que je pouvais à peine respirer. J'ai atteint la route principale. L'intersection était sombre. La tempête avait mis hors service le feu de signalisation. J'ai quitté le trottoir. Je n'ai pas entendu la voiture. Le vent était trop fort. J'ai juste vu les lumières, des lumières blanches aveuglantes coupant à travers l'obscurité. J'ai tourné la tête. 2 faisceaux, une calandre. J'ai essayé de sauter en arrière, mais mes jambes étaient gelées. Elles n'ont pas écouté. Impact. Ce n'était pas comme dans les films. Ce n'était pas au ralenti. C'était violent et rapide. J'ai senti un coup massif à ma hanche. Puis ma tête a heurté quelque chose de dur. L'asphalte. La douleur a explosé dans mon crâne. Puis le froid est revenu en force. J'étais allongé sur la route. La pluie coulait dans ma bouche. Je ne pouvais pas bouger.
Je ne sentais plus mes jambes. S'il vous plaît, ai-je chuchoté. Quelqu'un. J'ai entendu une portière de voiture claquer. Pas un claquement normal, mais le bruit sourd et solide d'une voiture chère. Oh mon Dieu. Une voix de femme. Panique. Autorité. Des pas éclaboussants dans les flaques. Un visage est apparu au-dessus de moi. Une femme aux cheveux argentés trempés par la pluie. Portant un chemisier en soie qui collait à sa peau. Elle avait l'air terrifiée. Ne bougez pas, a-t-elle ordonné. Elle a enlevé son manteau, un lourd trench coat en laine coûteux, et l'a posé sur moi. J'ai appelé le 911. Restez avec moi, fiston. Quel est votre nom? Samuel, ai-je étouffé. Du sang bouillonnait sur mes lèvres. D'accord, Samuel. Je suis Eleanor. Tu vas t'en sortir. Mon père, ai-je chuchoté. L'obscurité se refermait sur les bords de ma vision. Nous appellerons ton père, a-t-elle promis, tenant ma main glacée. Sa main était chaude. Elle portait une bague qui semblait lisse contre ma peau. Non, ai-je réussi à dire. Il a dit dégage. Il a dit que je suis malade. J'ai vu ses yeux s'écarquiller. La pluie coulait de son nez sur ma joue. Il a fait quoi, a-t-elle chuchoté. Ne le laissez pas me faire du mal, ai-je dit. Et puis le monde est devenu noir. Se réveiller a été un processus lent et agonisant. Cela a commencé par l'odeur, antiseptique, eau de Javel, cette odeur distincte et piquante d'un hôpital. Puis est venu le son, le bip 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 régulier et rythmé d'un moniteur. Le bourdonnement sourd des voix. J'ai essayé d'ouvrir les yeux. J'avais l'impression que mes paupières étaient collées. Ma tête battait d'une pression sourde et lourde. Comme si un étau se resserrait autour de mon crâne. Ma jambe gauche était lourde, enfermée dans quelque chose de rigide. Il revient à lui, a dit une voix douce. J'ai forcé mes yeux à s'ouvrir. La lumière était aveuglante. J'ai cligné rapidement des yeux pour essayer de faire le point. Une femme était assise sur la chaise à côté de mon lit. C'était la femme de la pluie, Eleanor. Ses cheveux argentés étaient secs maintenant, tirés en un chignon élégant. Elle portait une tenue différente, propre, nette, professionnelle, mais elle avait l'air épuisée. Ses yeux étaient rougis. Samuel, a-t-elle demandé doucement. Où? Ma gorge était comme du papier de verre. Tu es à l'hôpital Saint-Jude, a-t-elle dit en se penchant en avant. Tu as été inconscient pendant 3 heures. Tu as une grave commotion cérébrale, une fracture du tibia et une hypothermie. Mais les médecins disent que tu vas t'en sortir. J'ai essayé de m'asseoir, mais la douleur a traversé mes côtes. J'ai haleté. Doucement, a-t-elle dit en posant une main sur mon épaule. Ne bouge pas. Tu es en sécurité. En sécurité? Ce mot semblait étranger. La police, ai-je râlé. Est-ce qu'il? L'officier Miller est dehors, a dit Eleanor. Son visage s'est légèrement durci. Ils ont trouvé tes parents. Ils sont en route. La panique a grimpé dans ma poitrine. Le moniteur a commencé à biper plus vite. Bip 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 bip. Non, ai-je supplié en attrapant son poignet. Ne les laissez pas entrer. Papa a dit. Il a dit qu'il m'arrêterait. Il a dit que je suis un prédateur. L'expression d'Eleanor est passée de l'inquiétude à quelque chose de plus froid, quelque chose de féroce. Elle a serré ma main. Samuel, écoute-moi. J'ai parlé à l'officier de police. Je lui ai dit ce que tu m'as dit sur la route à propos du fait qu'ils t'ont mis à la porte. Ils ne me croiront pas, ai-je pleuré. Des larmes coulaient de mes yeux. Ils croient toujours Julien. C'est l'enfant chéri. Je suis le malade. Tu n'es pas malade, a-t-elle dit fermement. Et je ne suis pas juste une conductrice qui t'a renversé. Je suis le docteur Eleanor Smith. Le nom a sonné une cloche. Docteur Eleanor Smith. Elle était célèbre. C'était une légende dans le monde universitaire, une philanthrope, la présidente du conseil d'administration de l'université. Mon père avait un magazine avec son visage en couverture dans son bureau. Il disait toujours, si je pouvais juste avoir 5 minutes avec Eleanor Smith, je pourrais lui vendre une police qui me permettrait de prendre ma retraite.
Vous êtes la professeure, ai-je demandé. Je le suis, et je te promets que personne ne te fera de mal tant que je serai dans cette pièce. Juste à ce moment-là, la porte s'est ouverte avec fracas. Mon père est entré. Il avait l'air frénétique, mais pas du genre frénétique qui vient de l'amour. C'était l'énergie frénétique d'un homme essayant de gérer un désastre de relations publiques. Maman était derrière lui, pâle. Samuel, a crié papa en se précipitant vers le lit. Mon Dieu, nous avons été si inquiets. La police a appelé et a dit que tu avais été renversé. Qu'est-ce que tu faisais à courir dans la rue? Il réécrivait déjà l'histoire. Qu'est-ce que tu faisais à courir? Pas pourquoi t'es mis à la porte? Je me suis recroquevillé dans les oreillers. On t'a dit d'aller dans ta chambre, a menti papa, sa voix forte, jouant pour l'infirmière dans le coin. On ne t'a pas dit de t'enfuir, espèce d'idiot. Excusez-moi. Une voix a coupé l'air comme un scalpel. Papa s'est retourné. Il a semblé remarquer Eleanor pour la première fois. Il avait été tellement concentré sur sa performance qu'il n'avait pas regardé le témoin. Il s'est figé. J'ai vu la reconnaissance le frapper. Ses yeux se sont écarquillés, sa bouche s'est ouverte, puis s'est fermée. Il a regardé la femme assise calmement sur la chaise, les jambes croisées, les mains jointes sur ses genoux. Vous, a balbutié papa. Vous êtes le docteur Smith. Monsieur Sterling, a dit Eleanor. Elle ne s'est pas levée. Elle n'a pas offert sa main. Elle l'a juste fixée. C'est moi qui ai renversé votre fils avec ma voiture. Oh. Papa a dégluti difficilement. Son attitude a changé instantanément. Le père en colère a disparu, remplacé par le vendeur flagorneur. Docteur Smith, quel accident malheureux. Je suis sûr que ce n'était pas votre faute. Samuel est troublé. Il a des problèmes. Nous essayons de l'aider. Troublé, a répété Eleanor. Est-ce pour cela qu'il marchait pieds nus dans une tempête glaciale à 5 km de votre maison, ne portant rien d'autre qu'un t-shirt? Les mains de papa ont commencé à trembler. Je les ai regardées. Sa main gauche tenant ses clés de voiture tremblait violemment. Il s'est enfui, a dit papa, une goutte de sueur roulant sur sa tempe. Après un problème de discipline, nous avons essayé de l'arrêter. Il m'a dit que vous l'avez mis à la porte, a dit Eleanor. Il m'a dit que vous l'avez traité de malade. Il m'a dit que vous avez dit que vous n'aviez pas besoin de lui. C'est un menteur, a lâché maman depuis l'embrasure de la porte. Il a attaqué son frère. C'est un déviant. Eleanor s'est levée. Ce n'était pas une femme grande, mais à ce moment-là, elle semblait mesurer 3 mètres. Je suis professeur de psychologie depuis 30 ans, Madame Sterling, a dit Eleanor. Je reconnais un traumatisme quand j'en vois un, et je reconnais un tyran quand j'en vois un. Elle s'est retournée vers papa. Quel genre de problème de discipline implique de mettre un enfant dehors dans une tempête? Quel genre de parent passe devant son fils gelé dans l'allée? Papa a pâli. Comment avez-vous? Samuel me l'a dit. Elle a menti. Je ne lui avais pas parlé du fait qu'ils étaient passés devant moi. Mais elle l'a deviné. Elle était intelligente. Et j'ai une caméra de tableau de bord dans ma Porsche, Monsieur Sterling. Elle a tout enregistré avant l'impact. Elle a enregistré les conditions. Elle a enregistré un garçon qui avait l'air de marcher depuis des heures. C'était du bluff. Je le savais. Elle le savait. Mais papa ne le savait pas. Nous pouvons gérer ça, a dit papa, la voix tremblante. Nous allons le ramener à la maison. Nous ne voulons pas porter plainte contre vous pour l'accident, Dr. Smith. Nous pouvons régler ça en privé. Le ramener à la maison. Eleanor a ri. C'était un son sec, sans humour. Il faudra me passer sur le corps. Elle s'est dirigée vers la porte et l'a ouverte. L'officier Miller se tenait là. Officier, a dit Eleanor. Je voudrais faire une déclaration officielle et je crois que Samuel voudrait parler à un travailleur social. Il refuse de rentrer chez lui avec ses gens parce qu'il craint pour sa sécurité. Samuel? L'officier m'a regardé. J'ai regardé mon père. Ses mains tremblaient si fort que les clés tintaient. Il me regardait avec une haine pure mais aussi de la peur. Peur d'Eleanor.
peur pour sa réputation. Je ne retournerai pas, ai-je chuchoté. S'il vous plaît, ne m'obligez pas à y retourner. Julien a menti. Je ne l'ai pas touché. Il ne rentre pas, a déclaré Eleanor. Je couvrirai ses frais médicaux. Je resterai ici jusqu'à l'arrivée des services sociaux. Maintenant, elle a regardé mes parents. Sortez. Vous ne pouvez pas faire ça, a postillonné papa. C'est mon fils. Vous avez perdu le droit de l'appeler ainsi quand vous l'avez jeté dans une tempête, a dit Eleanor. Sortez. L'officier Miller s'est avancé. Monsieur Sterling, Madame Sterling, je pense qu'il vaut mieux que vous quittiez la pièce. Nous devons interroger le garçon seul. Papa a regardé Eleanor une dernière fois. Il a regardé ses vêtements chers, sa posture autoritaire. Il savait qu'il était surpassé. Il s'est retourné et est sorti, vaincu. Maman a suivi, sanglotant dans un mouchoir. Quand la porte s'est fermée, le silence était lourd. Eleanor s'est rassise. Ses mains tremblaient légèrement maintenant aussi. Adrénaline. Merci, ai-je dit. Pourquoi? Pourquoi avez-vous fait ça? Elle m'a regardé, ses yeux s'adoucissant. Parce que j'ai un fils, Samuel. Il est mort il y a 10 ans. Il aurait eu ton âge. Elle a tendu la main et a écarté une mèche de cheveux de mon front. Et je sais qu'aucun enfant ne mérite d'être jeté. Cette nuit-là, dans ce lit d'hôpital, j'ai fait un choix. Je n'étais plus Samuel Sterling, le fils malade. J'étais le garçon qui a survécu, et j'avais une nouvelle alliée. Les mois suivants ont été un tourbillon de batailles juridiques et de nouveaux départs. Les services sociaux ont enquêté. Ils ont trouvé les incohérences dans l'histoire de Julien, l'absence de blessure défensive sur moi, l'angle de la coupure sur sa tête, qui correspondait au meuble de ma chambre. Mais surtout, ils ont vu la réticence de mes parents à se battre pour moi une fois qu'ils ont réalisé que le docteur Smith était impliqué. Ils ne voulaient pas d'un scandale public. Ils ont cédé la garde temporaire à l'État et le docteur Smith, Eleanor, a immédiatement demandé à être ma tutrice en famille d'accueil. Elle avait les moyens, les antécédents et l'influence pour accélérer les choses. J'ai emménagé chez elle. C'était une vaste propriété avec une bibliothèque qui sentait le vieux papier et le poli au citron. C'était calme, paisible. L'éducation et la liberté, m'a dit Eleanor lors de ma première nuit là-bas. Ils peuvent prendre ta maison. Ils peuvent prendre ta réputation, mais ils ne peuvent pas prendre ce qu'il y a dans ta tête. Alors, j'ai étudié. Je me suis jeté dans mon travail avec une férocité qui frisait l'obsession. Je n'étudiais pas seulement pour réussir. J'étudiais pour prouver que j'existais. J'ai terminé le lycée en tant que major de promotion de mon nouveau district. Eleanor était assise au premier rang, applaudissant plus fort que quiconque. Mes parents biologiques ne se sont pas présentés. Je suis allé à l'université avec une bourse complète, non pas à cause de l'argent d'Eleanor, mais parce que je refusais de prendre un centime que je n'avais pas gagné. Je me suis spécialisé en finance et en travail social. Une combinaison étrange, disaient les gens, mais je savais exactement ce que je faisais. J'avais besoin de comprendre l'argent pour en gagner, et j'avais besoin de comprendre le système pour le réparer. J'ai lancé la fondation Lighthouse quand j'avais 25 ans. Cela a commencé comme un petit programme de mentorat pour les enfants placés en famille d'accueil. En 5 ans, grâce aux relations d'Eleanor et à mes stratégies d'investissement agressives, cela a explosé. Nous avons financé les frais de scolarité universitaire. Nous avons fourni des conseils juridiques aux enfants maltraités. Nous leur avons donné une seconde chance. J'ai suivi ma famille biologique à distance. J'ai engagé un détective privé, non pas pour les traquer, mais pour me protéger. Je les ai vus s'effondrer. Sans bouc émissaire, la dynamique dans la maison Sterling a changé. Julien, l'enfant chéri, a pourri. Il a obtenu une bourse de football dans une université de niveau moyen, mais a échoué dès la première année. Trop de fêtes, trop d'ego. Puis est venu le jeu. Mes enquêteurs m'ont envoyé des rapports. Julien pariait lourdement sur le sport. Il perdait. Il empruntait. Il perdait à nouveau. Maman et papa l'encourageaient. Ils le renflouaient. Ils ont refinancé la maison. Ils ont pris une deuxième hypothèque. Ils ont vidé leur compte de retraite.
Fonds universitaire disparu. Héritage vaporisé. Au moment où j'ai eu 30 ans, l'entreprise d'assurance de mon père s'était effondrée parce qu'il était trop occupé à essayer de réparer les dégâts de Julien pour travailler. Il se noyait dans les dettes. Et c'est là que j'ai agi. J'ai appris que leur banque saisissait la maison. La maison où je suis né. La maison d'où j'ai été expulsé. J'ai utilisé une société écran, SS Holdings, pour acheter la dette. J'ai acheté l'hypothèque. Techniquement, je possédais leur maison. J'aurais pu les expulser le lendemain. J'aurais pu envoyer le shérif pour les jeter à la rue, mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. Je les ai laissés rester. Je les ai laissés transpirer. Je les ai laissés se demander qui était cet investisseur mystérieux qui détenait maintenant l'acte de propriété de leur vie. Puis l'invitation est arrivée. L'université de Riverside State. Julien obtenait enfin son diplôme. Il lui avait fallu 10 ans, 3 universités différentes et des milliers de dollars en dons de papa, de l'argent qu'il n'avait pas vraiment, pour obtenir un diplôme en études générales. Le président Walsh, un ami proche d'Eleanor, m'a invité à prononcer le discours d'ouverture. Ils seront là, a dit Eleanor au dîner un soir. Nous mangions du saumon sur la terrasse. Sa Porsche était garée dans l'allée, brillant sous les lumières. Je sais, ai-je dit. Fais-tu cela par vengeance, a-t-elle demandé en me regardant par-dessus son verre de vin. Non, ai-je dit. Et je le pensais vraiment. La vengeance est mesquine. La vengeance, c'est crever des pneus ou répandre des rumeurs. Ceci est la justice. Ceci est révéler la vérité. Ils pensent que tu es mort ou en prison. Elle m'a rappelé, la dernière rumeur que j'ai entendue de leurs voisins était que tu purgeais une peine pour drogue au Nevada. J'ai ri. J'ai vérifié mon téléphone. Mon solde bancaire était sain. Ma réputation était impeccable. Laissez-les penser ça. Ça rendra la surprise meilleure. Souviens-toi juste, a dit Eleanor en tendant la main à travers la table pour serrer la mienne. Tu n'es plus ce garçon. Tu es Samuel Sterling. Tu es mon fils à tous égards importants. Je sais, maman, ai-je dit, et c'était la première fois que je l'appelais ainsi sans y penser. Alors, nous voici de retour dans les coulisses de l'auditorium. La voix de l'annonceur s'est estompée. Les applaudissements ont commencé. C'étaient des applaudissements polis, tièdes, pour un orateur qu'il ne connaissait pas. Je suis monté sur scène. Le projecteur m'a frappé. J'ai marché jusqu'au podium, posant mes mains sur le bois poli. J'ai regardé la mer de visage. Je les ai trouvés immédiatement. Rangée 3. Papa applaudissait poliment, l'air ennuyé. Maman arrangeait ses cheveux. Julien vérifiait son téléphone. Ils ne m'ont pas reconnu. Pas encore. Je m'étais étoffé. J'avais une barbe maintenant, taillée et soignée. Je me portais avec l'assurance d'un PDG, pas avec le dos voûté d'un chien battu. Bonsoir, diplômé, professeur et famille, ai-je dit dans le microphone. Ma voix a résonné dans la salle. Papa a levé les yeux. Il a plissé les yeux. Il a incliné la tête. Aujourd'hui, nous célébrons vos réalisations, ai-je continué. J'ai vu maman se figer. Sa main est allée à sa gorge. Je veux vous parler d'un garçon de 15 ans, ai-je dit, croisant le regard de mon père, à qui son propre père a dit qu'il était malade, qu'il était brisé, qu'il n'était pas désiré. Le public s'est tu. Les mouvements polis sur les sièges ont cessé. Ce garçon a été mis à la porte dans une tempête de pluie verglaçante parce que son frère. J'ai regardé Julien. Julien a laissé tomber son téléphone. Sa bouche s'est ouverte. Parce que son frère a menti pour couvrir sa propre incompétence. Des murmures ont commencé à onduler à travers la section VIP. Les gens regardaient les Sterling. Papa était rouge, virant au violet. Il a commencé à se lever. Ce garçon, ai-je dit, ma voix s'élevant, a marché 5 kilomètres sous la pluie verglaçante jusqu'à ce qu'il soit renversé par une voiture. Papa s'est rassis, s'effondrant comme si ses ficelles avaient été coupées. Il était allongé sur l'asphalte, saignant, pensant qu'il allait mourir sans amour. Mais alors une étrangère s'est arrêtée. J'ai fait un geste vers le premier rang. Une étrangère dans une Porsche.
Une femme qui se fichait de la boue ou du sang. Une femme qui a vu un enfant dans le besoin. Pas un problème malade à jeter. Le docteur Smith s'est levé. Elle s'est tournée vers la foule et a fait un bref signe de la main. Les étudiants l'ont applaudi. Ils la connaissaient comme la présidente du conseil d'administration. Cette femme, ai-je dit, ma voix épaisse d'émotion, est le docteur Eleanor Smith. Elle a accueilli ce garçon. Elle l'a élevé. Elle lui a appris que la famille n'est pas le sang. C'est qui reste quand la tempête frappe. J'ai pris une profonde inspiration. C'était le moment. Et ce garçon. Je me suis penché vers le microphone. Ce garçon se tient devant vous aujourd'hui. Le silence qui a suivi était absolu. C'était un vide aspirant l'air de l'immense auditorium. Puis la réalisation a frappé. Oh mon Dieu! Quelqu'un au premier rang a chuchoté assez fort pour que le microphone le capte. J'ai regardé mon père. Son visage était un masque d'horreur pur et non dilué. Il ne me regardait plus avec colère. Il me regardait comme si j'étais un raz-de-marée sur le point de l'engloutir tout entier. Ses mains qui m'avaient poussé, traîné, pointé du doigt, tremblaient violemment. Il agrippait les accoudoirs de sa chaise si fort que ses articulations étaient blanches. Maman pleurait, pas les larmes manipulatrices qu'elle versait pour Julian, mais de vraies larmes de choc. Elle avait les mains sur la bouche, secouant la tête comme pour nier la réalité. Et Julian avait l'air petit. L'arrogance avait disparu. Il ressemblait à l'enfant de 12 ans terrifié qui avait volé l'argent de grand-mère. Seulement maintenant, il n'y avait personne pour le renflouer. « Je m'appelle Samuel Sterling », ai-je annoncé, reprenant le nom qu'ils avaient essayé de ternir. Un halètement a parcouru la foule. La fondation Lighthouse était célèbre sur le campus. Nous avions financé la moitié des bourses pour les étudiants assis dans cette salle. J'ai bâti cette fondation, ai-je continué, gardant les yeux fixés sur ma famille, pour les enfants qui passent à travers les mailles du filet. Pour les enfants dont les parents choisissent la réputation plutôt que la vérité. Pour les enfants qu'on qualifie de malades simplement parce qu'ils ne rentrent pas dans le moule. J'ai vu un garde de sécurité s'avancer vers la section VIP, sentant la tension. Papa essayait de se lever à nouveau. Peut-être pour courir, peut-être pour crier, mais ses jambes semblaient lui faire défaut. Je vous dis cela, je me suis adressé aux diplômés, rompant le contact visuel avec ma famille. Non pas pour exprimer des griefs, mais pour vous dire que votre origine ne vous définit pas. Vous pouvez être rejeté. Vous pouvez être effacé. Vous pouvez être brisé, mais vous pouvez reconstruire. J'ai pointé la cicatrice sur mon front. Finalement, j'ai regardé à nouveau Julian. Mon frère Julian obtient son diplôme aujourd'hui, ai-je dit. La foule s'est tournée pour le regarder. Il s'est recroquevillé sur son siège. Félicitations, Julian. Je sais qu'il t'a fallu beaucoup de temps pour arriver ici. Je suis au courant des dettes de jeu. Je suis au courant des mensonges. Le visage de Julian est devenu gris. Mais je sais aussi que tout le monde mérite une seconde chance s'il la mérite. J'ai fait une pause. Mon père, ai-je dit en regardant Richard, m'a traité de malade. Il m'a jeté. Mais en regardant où je suis et en regardant où vous êtes. J'ai laissé la phrase en suspens. Le contraste était évident. J'étais l'orateur principal, un philanthrope, un succès. Il était un homme d'affaires en faillite assis sur un siège qu'il ne pouvait pas s'offrir. Je pense que nous savons tous qui était vraiment malade cette nuit-là. Le public a explosé. Ce n'était pas des applaudissements polis cette fois. C'était un rugissement. Les étudiants se sont levés. Ils acclamaient l'outsider. Ils acclamaient la justice. C'était une vague tonitruante de validation qui m'a submergé, nettoyant 17 ans de honte. J'ai vu Eleanor au premier rang, des larmes coulant sur son visage, applaudissant les mains bien au-dessus de sa tête. Elle a mimé, « Je suis si fier de toi ». Mon père n'a pas pu le supporter. Il s'est précipité hors de son siège, bousculant les gens de sa rangée. Il ressemblait à un rat fuyant un navire en train de couler. Maman l'a suivi, tête baissée. Julian a essayé de partir, mais son chemin était bloqué par ses propres camarades de classe qui se levaient pour applaudir. Il était piégé au milieu de sa propre humiliation. J'ai terminé mon discours. Construisez vos propres familles. Dites la vérité et ne laissez jamais
jamais personne vous dire que vous êtes jetable. Merci. J'ai reculé du podium. L'ovation a duré 3 minutes. En quittant la scène, mon cœur battait la chamade, mais ce n'était pas de peur. C'était de l'adrénaline. Je me sentais léger. Je me sentais libre. C'est le moment qui change tout. C'est le moment où j'ai enfin repris le stylo et écrit mon propre chapitre. Les applaudissements se sont finalement estompés, mais l'énergie dans l'air restait électrique, bourdonnant du genre de tension qui précède un coup de foudre. Je suis sorti de scène, mes jambes semblant étrangement lourdes. Non pas de fatigue, mais du poids absolu de ce que je venais de décharger. 17 ans de silence. 17 ans à être le secret malade. Tout s'est évaporé en 15 minutes sous un projecteur. David m'attendait dans les coulisses. Il n'a pas dit un mot. Il m'a juste tendu une bouteille d'eau et a hoché la tête. C'était un hochement de tête de respect, de fardeau partagé. Il connaissait le coup de ce discours. Il savait que ce n'était pas un tour d'honneur. C'était un exorcisme. Ils attendent, a dit David calmement, une fois que j'avais vidé la moitié de la bouteille. La sécurité dit qu'ils ont essayé de partir par la sortie latérale, mais la presse envahit déjà l'avant. Ils sont coincés près de la zone de réception VIP. Laisse-les attendre, ai-je dit. J'avais besoin d'un moment. J'avais besoin de laisser mes mains arrêter de trembler. Non pas de peur, plus jamais de peur, mais de la chute d'adrénaline. J'ai marché vers la zone de réception 10 minutes plus tard. Le couloir était bordé d'étudiants qui me fixaient à mon passage. Certains chuchotaient, d'autres pointaient du doigt, mais contrairement au chuchotement de mon enfance, ceux-ci n'étaient pas remplis de malice. Ils étaient remplis d'admiration. Quelques âmes courageuses ont dit « Super discours, monsieur Sterling ». Ou « Merci d'avoir dit ça ». J'ai hoché la tête, les reconnaissant. Mais ma concentration était fixée sur les doubles portes au bout du couloir. Je les ai poussées. La salle de réception était un chaos. Les serveurs étaient figés avec des plateaux de champagne, ne sachant pas s'il fallait servir ou fuir. Au centre de la pièce, un cercle s'était formé. À l'épicentre se trouvait Julien. Il ressemblait à un homme dont le parachute ne s'était pas ouvert. Il était pâle, transpirait abondamment, sa toche de diplômé dézippée et pendant d'une épaule. Il n'était pas seul. Il était entouré du groupe d'amis avec qui il avait paradé toute la semaine, les gars avec qui il buvait, les filles qu'il essayait d'impressionner, mais la dynamique avait violemment changé. Il ne riait plus de ses blagues. Il le regardait comme s'il était contagieux. « Tu as dit qu'il était mort », disait une fille aux cheveux blonds, sa voix stridente. « Julien, tu nous as dit que ton frère était mort d'une overdose à Vegas. Tu as utilisé cette histoire pour obtenir une extension pour ta thèse. » Je n'ai pas dit ça, a bégayé Julien, ses yeux dartant autour, cherchant une sortie. Vous avez mal compris. J'ai dit qu'il était parti. Comme perdu. Non, tu ne l'as pas dit, a coupé un gars nommé Marc. Il portait une veste universitaire, l'air dégoûté. Tu as pleuré, mec. Tu as littéralement versé des larmes à la fête de la fraternité sur à quel point il te manquait. Tu as eu des points de pitié pendant 3 ans à cause d'un frère qui est juste là, bien vivant et clairement plus riche que toi. C'est compliqué, a crié Julien, sa voix se brisant. Vous ne le connaissez pas. Il est manipulateur. Il ment. Il est le directeur de la fondation Lighthouse, espèce d'idiot. Sarah, la petite amie intermittente de Julien, s'est avancée. Elle tenait son téléphone, faisant défiler quelque chose. Je viens de vérifier. Il est vérifié. Il est légitime. Et toi? Elle a levé les yeux, le regard froid. Tu me dois $2000 pour le loyer que tu as dit que ton fonds fiduciaire allait couvrir. Y a-t-il même un fonds fiduciaire, Julien? Ou est-ce un mensonge aussi? Julien a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Il m'a vu debout près de la porte, ses yeux se sont verrouillés sur les miens, remplis d'un mélange toxique de haine et de terreur. Toi, a-t-il sifflé, pointant un doigt tremblant. Tu as fait ça. Tu as tout ruiné. Je suis entré dans le cercle. La foule s'est écartée pour moi comme la mer Rouge. Je me suis arrêté à 1 mètre de lui. J'étais plus grand que lui maintenant. L'intimidation physique qu'il exerçait sur moi quand nous étions enfants avait disparu.
Je n'ai rien fait, Julian, ai-je dit calmement. J'ai juste allumé la lumière. Si la pièce est laide, c'est de ta faute. Tu nous as humiliés. Julian s'est jeté en avant, les poings serrés. Deux grands gardes de sécurité se sont matérialisés de nulle part, s'interposant entre nous. Ils ne l'ont pas touché. Ils sont juste restés là. Des murs massifs de muscles. Julian a rebondi sur eux et a trébuché en arrière, l'air pathétique. Où sont maman et papa, ai-je demandé. Ils sont dehors, a craché Julian. Essayant de sauver la réputation que tu as détruite. Bien. Reste ici, Julian. Je pense que Sarah a encore quelques questions sur ce fonds fiduciaire. Je l'ai laissé là, se noyant dans ses propres fabrications, et je suis sorti par la porte latérale vers le parking privé. L'air extérieur était frais, un contraste frappant avec la chaleur de la salle. Mes parents se tenaient à côté de la Rolls-Royce d'Eleanor. C'était un tableau poétique. Ils étaient blottis l'un contre l'autre, regardant le véhicule noir élégant avec un mélange d'envie et de peur. Eleanor était appuyée contre la porte passager, les bras croisés, les regardant comme s'ils étaient des insectes qu'elle n'avait pas décidé d'écraser ou d'ignorer. Quand papa m'a vu, il s'est redressé. Il a ajusté sa cravate, lissé sa veste, et a mis le visage que je connaissais si bien. Le visage du vendeur raisonnable. « Samuel » a-t-il dit, s'avançant, la main tendue. « Fils. » Je n'ai pas pris sa main. Je l'ai juste regardé. « Non » ai-je dit. Papa a baissé la main, s'éclaircissant la gorge. « Écoute, ce discours. C'était puissant, dramatique, un peu embelli peut-être pour le public, mais je comprends que tu sois blessé. » Embelli ? J'ai ri. Un son sec et amer. Quelle partie, Richard ? La partie où tu m'as traîné dans les escaliers ou la partie où tu es passé devant moi sous la pluie ? Nous essayions de t'apprendre une leçon, la voix de papa s'est élevée, fissurant la façade. Tu étais hors de contrôle. Tu volais de l'argent. Tu attaquais ton frère. Nous devions être durs. C'est ce que font les parents. Nous t'avons rendu fort. Regarde-toi. Tu as réussi. Tu t'es poussé parce que nous t'avons repoussé. D'une certaine manière, tu nous es redevable pour ça. Je l'ai fixé. L'audace était époustouflante. Il essayait réellement de s'attribuer le mérite de ma survie. J'ai réussi malgré vous, pas grâce à vous, ai-je dit froidement. Le docteur Smith m'a rendu fort. Vous m'avez juste rendu froid. Maman s'est avancée alors. Elle pleurait, tordant un mouchoir dans ses mains. Samuel, s'il te plaît. Nous sommes une famille. Nous pouvons arranger ça. Nous ne savions pas. Nous ne savions pas que tu étais blessé cette nuit-là. Nous pensions que tu étais allé chez un ami. Vous saviez, ai-je dit en la regardant dans les yeux. Nous avions honte, a sangloté maman. Et puis le temps a passé. Et c'est devenu trop difficile. Ce n'était pas difficile, ai-je corrigé. C'était pratique. C'était pratique de m'effacer pour que vous puissiez vous concentrer sur votre enfant chéri. En parlant de Julian, a coupé papa, changeant de sujet. Il est dans une mauvaise passe. Sam, il a fait des erreurs. Des erreurs financières. Ce coup d'éclat aujourd'hui. Ça va ruiner ses perspectives d'emploi. Nous luttons. L'entreprise est. Eh bien, le marché est difficile. Il a regardé la Rolls-Royce, puis moi. Nous avons entendu dire que tu réussissais très bien. La fondation, elle a des actifs importants. Je n'arrivais pas à y croire. 5 minutes après les retrouvailles et il demandait de l'argent. C'était si prévisible que c'en était presque drôle. Vous voulez de l'argent, ai-je déclaré platement. Nous voulons de l'aide, a corrigé papa en se raidissant. Nous sommes une famille et franchement, avec ton succès, tu as un devoir. Stop. Je me suis tourné vers David qui m'avait suivi dehors. Le dossier, s'il vous plaît. David m'a tendu l'épais dossier bleu. Je l'ai ouvert et j'en ai sorti une pile de documents. Savez-vous qui possède SS Holdings, Richard, ai-je demandé. Papa a cligné des yeux, confus. SS Holdings ? C'est la firme qui a acheté notre hypothèque l'année dernière. La banque leur a vendu notre dette.
Nous négocions avec eux depuis des mois pour arrêter la saisie. SS, ai-je dit lentement. Samuel Sterling. La couleur a quitté son visage si vite qu'il ressemblait à un cadavre. Maman a laissé échapper un petit halètement et a attrapé son bras pour se stabiliser. Toi, a chuchoté papa. Tu possèdes notre maison. Je possède votre hypothèque, ai-je corrigé. Je possède votre dette. Je possède le toit au-dessus de votre tête, le lit dans lequel vous dormez, et le garage où vous garez cette voiture que vous ne pouvez pas vous permettre. J'ai tout acheté il y a 2 ans. Pourquoi, a chuchoté maman. Pour vous jeter dehors comme vous l'avez fait pour moi. J'y ai pensé, ai-je admis. J'ai pensé à envoyer le shérif frapper à votre porte à minuit pendant une tempête. J'ai pensé à vous donner 10 minutes pour faire vos valises. J'ai laissé le silence s'étirer. Je les ai laissés ressentir la terreur de l'itinérance que j'avais ressentie à 15 ans. Mais je ne suis pas vous, ai-je dit doucement. J'ai tendu le dossier à mon père. Il l'a pris avec des mains tremblantes. Je ne vous expulse pas. Vous pouvez rester dans la maison. Le soulagement a envahi leur visage. Dégoûtant et immédiat. Oh, Dieu merci, a soufflé papa. Merci, fils. Je savais que tu étais raisonnable. Je savais. Mais je l'ai coupé. Ma voix dure comme l'acier. La maison est à mon nom maintenant. L'acte est transféré à la fondation. Vous y vivrez en tant que locataire. Vous paierez un loyer au taux du marché chaque mois. Si vous manquez un paiement, Justin, vous êtes dehors. Et Julien. J'ai regardé vers la porte où mon frère observait de loin, terrifié à l'idée d'approcher. Julien trouve un travail. Un vrai travail. Plus de conseils pour votre entreprise en faillite. Si j'apprends que vous lui avez donné un seul centime de l'argent qui devrait aller au loyer, le marché est nul. Papa a regardé les papiers. Il avait l'air piégé. Il n'était plus le patriarche. Il était un locataire. Il était à la charge du fils qu'il avait rejeté. C'est humiliant, a marmonné papa, sa fierté s'enflammant une dernière fois. Non, Richard. Éléanore a pris la parole pour la première fois. Elle s'est éloignée de la voiture, sa voix nette et impérieuse. L'humiliation, c'est marcher 5 kilomètres avec une jambe cassée. L'humiliation, c'est mendier pour sa vie sur le bord d'une route. Ceci est de la miséricorde, et c'est bien plus que ce que vous méritez. Papa a reculé. Il ne pouvait pas la regarder dans les yeux. Nous en avons fini ici, ai-je dit. Vous avez les termes. David vous contactera avec le contrat de location lundi. Ne me contactez pas personnellement. Ne venez pas à mon bureau. Nous ne sommes pas une famille. Nous sommes propriétaires et locataires. Au revoir. Je leur ai tourné le dos. Samuel, a crié maman en tendant la main vers moi. Je t'aime. Je ne me suis pas arrêté. Je ne me suis pas retourné. Je suis monté sur le siège passager de la Rolls-Royce. Éléanore s'est mise au volant. David est monté à l'arrière. Alors que nous partions, j'ai regardé dans le rétroviseur. J'ai vu mes parents debout au milieu du parking tenant un dossier de papier juridique, l'air petit, gris et totalement vaincu. Je pensais que je me sentirais triste. Je pensais que je ressentirais un pincement de perte. Mais tout ce que j'ai senti, c'était le cuir lisse du siège et le bourdonnement silencieux du moteur. « Tu vas bien ?» a demandé Éléanore en gardant les yeux sur la route. « Je vais l'être » ai-je dit. Et pour la première fois en 17 ans, la tempête en moi a enfin cessé de faire rage. 6 mois plus tard, les saisons avaient changé. Le froid mordant de l'hiver avait fondu en un printemps timide. Les arbres devant la fenêtre de mon bureau étaient lourds de bourgeons verts, une promesse de renouveau qui semblait appropriée. J'étais assis à mon bureau à la Fondation Lighthouse, lisant le rapport final du détective privé. Je n'avais plus besoin de ces rapports. Vraiment, la menace était neutralisée, mais les vieilles habitudes ont la vie dure, et une partie de moi avait besoin de vérifier que la justice que j'avais servie tenait bon. Julien travaillait. C'était le gros titre. Il avait décroché un emploi dans un entrepôt logistique à 3 villes de là. Ce n'était pas glamour. Il conduisait un chariot élévateur, chargeant des palettes pendant l'équipe de nuit, salaire minimum plus heures supplémentaires. Le rapport comprenait une photo granuleuse de lui dans un gilet fluo,
l'air épuisé, mangeant un sandwich seul sur un quai de chargement. Sarah l'avait largué publiquement le lendemain de la remise des diplômes. Ses amis avaient disparu au moment où l'illusion de richesse s'était évaporée. Il vivait dans un petit studio, payant ses propres factures pour la première fois de sa vie. Le rapport notait qu'il avait essayé de parier une fois de plus il y a environ 2 mois. J'avais anticipé cela, j'avais déjà signalé son nom à la commission des jeux de l'État et aux casinos locaux comme joueur problématique. Un petit cadeau d'adieu de son frère inquiet. Il était interdit d'entrer. Il était forcé de vivre dans le monde réel, dollar par dollar, heure par heure trempé de sueur. Et mes parents, ils étaient toujours dans la maison. Les chèques de loyer arrivaient le premier du mois, chaque mois, signés par mon père. La signature était tremblante, plus l'autographe audacieux et large du magnate de l'assurance qu'il prétendait être. Ils étaient devenus des parias dans leur quartier. L'histoire de la remise des diplômes s'était répandue, non seulement localement, mais viralement. Quelqu'un avait enregistré mon discours et l'avait téléchargé sur TikTok. Il avait 4 millions de vues. Le titre était « Un PDG expose une famille toxique à la remise de diplôme de son frère ». Les voisins, ceux qu'ils avaient tant essayé d'impressionner pendant des décennies, regardaient maintenant ailleurs quand ils voyaient Richard et Patricia Sterling à l'épicerie. Ils n'étaient plus la famille parfaite. Ils étaient les gens qui avaient jeté leur enfant. La honte avec laquelle ils avaient essayé de m'enterrer était enfin revenue au bercail. J'ai fermé le dossier et je l'ai glissé dans la déchiqueteuse. BRRRT. Le papier s'est transformé en confetti. C'était fini. Toc toc. J'ai levé les yeux. Eleanor se tenait dans l'embrasure de ma porte. Elle tenait 2 cafés. Elle était radieuse, portant un blazer jaune vif qui défiait ses 65 ans. Maman, j'ai souri. À quoi dois-je cet honneur? J'étais dans le quartier, a-t-elle dit en s'asseyant et en faisant glisser un café sur le bureau. Et par dans le quartier, je veux dire que j'ai fait un détour de 20 minutes parce que je voulais te voir. Comment tiens-tu le coup? C'est aujourd'hui, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. 12 novembre, l'anniversaire. Il y a 17 ans aujourd'hui, j'ai marché dans la tempête. Habituellement, ce jour était un trou noir pour moi. Un jour de dépression, et si. Je vais étonnamment bien, ai-je dit honnêtement. J'étais juste en train de déchiqueter le passé. J'ai fait un geste vers la corbeille. Bien, a dit Eleanor. Parce que l'avenir attend dans le hall. Que veux-tu dire? Il y a un gamin, a dit Eleanor, les yeux pétillants. Il s'appelle Marcus. Il a 16 ans. Il dort à la bibliothèque du collège communautaire parce que ses parents l'ont mis à la porte pour avoir voulu être artiste au lieu de médecin. La bibliothécaire nous a appelés. Mon cœur s'est serré. C'était la même histoire, juste un remix différent. Est-ce qu'il? Il a peur, a dit Eleanor. Il a faim et il pense qu'il ne vaut rien. Je me suis levé immédiatement. J'ai attrapé ma veste. Fais-le entrer ou dois-je aller vers lui? Il est dans la salle de conférence avec David, a dit Eleanor. Mais Samuel. Oui. Dis-lui la vérité, a-t-elle dit. Montre-lui la cicatrice. J'ai marché jusqu'à la salle de conférence. À travers la paroi vitrée, je l'ai vu. Marcus. Il était maigre, portant un sweat à capuche trop grand pour lui, serrant un sac à dos comme si c'était un radeau de sauvetage. Il regardait le sol, sa jambe rebondissant nerveusement. J'ai ouvert la porte. Marcus. Il a sursauté, levant les yeux avec de grands yeux terrifiés. Il a vu le costume. Il a vu le bureau. Il a vu l'autorité. Il a reculé. Je n'ai rien volé, a-t-il lâché. Je dormais juste. J'ai souri. Ce n'était pas un sourire d'entreprise. C'était un sourire triste et complice. Je sais que tu ne l'as pas fait, ai-je dit. J'ai tiré une chaise et je me suis assis en face de lui. Je ne me suis pas assis en bout de table. Je me suis assis juste à côté de lui. Je m'appelle Samuel, ai-je dit. Et quand j'avais 15 ans, j'ai dormi sous un pont pendant une nuit avant qu'une étrangère ne me trouve. Marcus a cligné des yeux. Il a regardé ma montre chère, puis mon visage. Toi. Moi. J'ai écarté mes cheveux,
révélant la fine ligne blanche sur mon front. Mon père m'a dit que j'étais malade. Il m'a dit de dégager. Il m'a dit que je ne serais jamais rien. Les yeux de Marcus se sont remplis de larmes. Il les a essuyés avec colère avec sa manche. Mon père a dit que j'étais une perte d'espace. Il avait tort, ai-je dit fermement. Les parents sont des gens, Marcus, et parfois les gens sont brisés. Parfois, ils sont faibles. Mais leur faiblesse ne définit pas ta force. J'ai ouvert le dossier que David avait laissé sur la table. Ceci est une demande de bourse, ai-je dit. Et ceci. J'ai sorti un jeu de clés. C'est pour un appartement temporaire que nous gardons pour les cas d'urgence. Il a un frigo plein de nourriture. Il a une serrure sur la porte que toi seul contrôles. Marcus a fixé les clés. Ses mains tremblaient. Pourquoi? Tu ne me connais même pas. Je te connais, ai-je dit, ma voix épaisse du souvenir de la pluie. Je suis toi. Et je te dis que la tempête finit. Elle finit maintenant. Marcus a craqué. Il a posé sa tête sur la table et a sangloté. Les sanglots profonds et déchirants d'un enfant qui a porté le poids du monde trop longtemps. J'ai posé une main sur son épaule. Je n'ai rien dit d'autre. Je l'ai juste laissé pleurer. Je me suis assis là, le directeur de la fondation Lighthouse, l'homme qui possédait l'hypothèque de ses parents, l'homme qui conduisait une voiture de luxe, et je me sentais plus connecté à ce gamin tremblant que je ne l'avais jamais été à quiconque dans ma famille biologique. Ce soir-là, je suis rentré au domaine d'Eleanor. Nous avions une tradition le dimanche, dîner, pas de téléphone, juste parler. Nous étions assis sur le porche arrière, regardant le soleil se coucher. Le ciel était une toile brillante d'orange et de violet. Tu l'as sauvé, a dit Eleanor doucement. Nous l'avons sauvé, ai-je corrigé. Je n'aurais pas pu le faire sans la femme dans la Porsche. Elle a souri, sirotant son thé. Tu sais, Samuel, les gens me demandent toujours pourquoi je me suis arrêté cette nuit-là. C'était dangereux. Il faisait sombre. La plupart des gens auraient continué à conduire. Pourquoi l'as-tu fait, ai-je demandé. Je ne lui avais jamais posé cette question précise. Parce que j'ai vu un garçon qui marchait encore, a-t-elle dit. Tu boitais. Tu étais gelé, mais tu avançais. Tu ne t'étais pas assis pour mourir. Et j'ai pensé, quiconque a autant de volonté de survivre mérite une destination. J'ai regardé l'horizon. J'ai pensé à Richard et Patricia assis dans une maison qu'ils ne possédaient pas, piégés dans une prison de leur propre fabrication. J'ai pensé à Julien soulevant des cartons dans un entrepôt, apprenant enfin la valeur $1. Et j'ai pensé à Marcus dormant en sécurité dans un lit chaud ce soir. J'ai réalisé alors que la colère avait disparu. Elle avait été remplacée par une profonde et tranquille gratitude. Mon père avait raison sur une chose. Cette nuit dans la tempête m'a changé. Elle m'a brisé en 1000 morceaux. Mais il avait tort sur le reste. Je n'étais pas malade. J'étais juste démonté pour pouvoir être remonté en quelque chose de plus fort, quelque chose à l'épreuve des balles. Je suis heureux, ai-je dit, me surprenant moi-même. Je sais, a dit Eleanor. Ça te va bien. Le soleil a plongé sous l'horizon, plongeant le monde dans le crépuscule. Mais je n'avais plus peur du noir. J'avais construit ma propre lumière. Cela nous amène à la fin de mon voyage. Mais à bien des égards, ce n'est que le début. En regardant en arrière, j'ai réalisé que le plus grand mensonge qu'on m'a raconté n'était pas que j'étais malade ou indésirable. Le plus grand mensonge était que nous devons notre loyauté aux gens qui nous font du mal simplement parce que nous partageons le même ADN. Ce n'est pas le cas. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de mon histoire, c'est ceci. Vous avez le pouvoir d'auditer votre vie. Tout comme une entreprise, vous pouvez regarder les gens autour de vous et demander, sont-ils un atout ou un passif? Investissent-ils dans votre croissance ou drainent-ils votre esprit? Mes parents et mon frère étaient des passifs émotionnels. Ils ont mis en faillite mon estime de soi pour financer leurs propres égos. Les couper n'était pas un acte de cruauté. C'était un acte de survie. C'était le moment où j'ai arrêté de payer pour leurs erreurs avec mon bonheur. La résilience ne consiste pas à endurer les abus. Il s'agit de trouver le courage de s'en éloigner et de construire une table où vous êtes réellement le bienvenu. Maintenant, je veux vous entendre. C'est la partie la plus importante pour moi.
Y a-t-il eu un moment dans votre vie où vous avez dû choisir votre paix mentale plutôt que votre famille? Ou peut-être avez-vous trouvé un Dr Smith, quelqu'un qui a cru en vous quand personne d'autre ne le faisait? S'il vous plaît, partagez votre histoire dans les commentaires.